Alors, chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Voilà, cette séance de travaux pratiques d'outils logiciels, séance de 3 heures. Donc, vous avez bien lu le programme sur Moodle. Le premier exercice, bien, on l'avait déjà commencé, la dernière séance de TP. Il s'agit de l'exercice 3. Et puis, j'y ai ajouté quelques questions. Ensuite, l'exercice 4, il s'agit d'amortisseurs, avec le coefficient d'amortissement. Et puis l'exercice 5, il s'agit d'un système d'équations différentielles à résoudre avec la transformation de Laplace. Alors, exercice 3. Donc, vous vous rappelez que sur le polycopier, il y avait une petite erreur ici, il manquait le 3, donc je vous le rappelle. Donc, on dit qu'il s'agit d'un système d'ordre 3, puisqu'il est caractérisé par une équation différentielle du troisième ordre. Alors, donc je vais passer quand même un peu rapidement, mais pas trop non plus, parce que j'imagine qu'en une semaine, vous avez oublié de quoi il s'agit, d'autant plus que vous avez réussi à me persuader de ne pas vous donner de devoir maison. Donc, il va falloir que je vous rappelle un petit peu de quoi il s'agit. Donc, on souhaite déterminer la fonction de transfert, c'est la question A, de ce système, d'accord, de ce système. Vous avez le signal d'entrée, petit e de t, le signal de sortie, petit s de t. Donc en général, on connaît le signal d'entrée et on cherche le signal de sortie. Pourquoi cherche-t-on la fonction de transfert de ce système? Alors, on va passer à la diapositive suivante pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc en fait, voilà, vous avez votre équation différentielle. Je l'ai notée E tilde pour éviter que l'on me confonde avec grand E. Donc votre système, votre équation différentielle, pardon, on peut la symboliser de cette façon-là. Donc vous avez le signal d'entrée que en général vous connaissez, puis le signal de sortie que vous cherchez. Les deux signaux sont reliés par une équation différentielle ici du troisième ordre. Pour résoudre cette équation différentielle, on va utiliser la transformation de Laplace. Parce que la transformation de Laplace, comme je vous l'ai déjà expliqué, elle transforme toute équation différentielle en équation algébrique. C'est-à-dire, une équation algébrique, il n'y a que des additions et des multiplications, donc c'est beaucoup plus facile à résoudre. Donc en fait, on applique la transformée de Laplace à cette équation différentielle, et grâce à ça, on obtient la transformée de Laplace de la sortie en fonction de la transformée de Laplace de l'entrée. C'est-à-dire, grand S de P est égal à grand E de P fois une fonction qui est une fraction et qu'on appelle fonction de transfert du circuit. On peut donc écrire la formule suivante. La fonction de transfert du circuit, c'est la transformée de Laplace de la sortie divisée par la transformée de Laplace de l'entrée. Tout ça, vous l'avez déjà vu. Normalement, vous devriez avoir en mémoire quelques-unes de ces notations et de ces explications. Une fois la transformée de Laplace du signal de sortie obtenue, pour obtenir petit s de t, pour déterminer petit s de t, il ne reste plus qu'à appliquer la transformation de Laplace inverse. Donc, dans un exercice classique, comme celui-ci, la première question, c'est toujours déterminer la fonction de transfert de ce système. Et les questions suivantes, c'est déterminer la réponse impulsionnelle, puis déterminer la réponse indicielle, et puis d'autres réponses éventuelles de ce circuit au signal d'entrée. Ah, c'est quoi déjà la réponse, le vocabulaire? Alors, la réponse, c'est le signal de sortie. Donc, la réponse du circuit au signal d'entrée E de t, c'est petit s de t. Et la réponse impulsionnelle, c'est lorsque l'entrée, c'est une impulsion de Dirac. La réponse indicielle, c'est lorsque l'entrée, c'est un échelon unité qu'on appelle aussi fonction de Heaviside. Vous vous rappelez, c'est la fonction qui est égale à 1 pour toute valeur de t positive et qui est nulle quand t est négatif. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est soit vous voulez reprendre à zéro cet exercice. Dans ce cas-là, vous mettez la vidéo sur pause, le temps de résoudre l'exercice, de trouver en tout cas la fonction de transfert, puis sur play pour avoir la solution. Si jamais vous vous rappelez très bien de cet exercice, vous continuez à visionner cette vidéo comme si de rien n'était. Allez, donc attention, vous mettez sur pause si vous voulez résoudre et sur play pour avoir la solution.
Voilà, donc on applique la transformation de la place à l'équation différentielle. Donc vous vous rappelez que la transformation de la place a la propriété d'être linéaire, puisque c'est une intégrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transformée de la place d'une somme, c'est la somme des transformées de la place, et que s'il y a des coefficients, on peut les sortir de la transformée de la place. Donc ici, il n'y a pas de coefficient. Donc, on obtient la place de la dérivée d'ordre 3 plus la place de la dérivée est égale à la place de E de t ici. Alors maintenant, on regarde le tableau de la transformée de la place à la page 8 et la formule qui nous donne la transformée de la place de la dérivée d'ordre 3 est donnée par l'expression suivante. Donc, p cube grand S de p moins p carré petit s de 0 moins p petit s prime de 0 moins petit s de 0. Alors, vous remarquez que en fait, il y a des 0 et des 0 plus parfois. Hein. Donc là, en fait, j'ai tout simplement oublié de mettre le 0 plus à la fin. 0 plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand s n'est pas défini en 0, on va prendre la limite à droite de 0. Voilà, tout simplement. Donc ici, toutes les conditions initiales sont nulles. Donc voilà, ces valeurs sens. Voilà, et puis après, donc, vous avez la transformée de la place de la dérivée qui est donnée par la formule, toujours page 8, hein, p grand S de p moins petit s de 0. Et la transformée de la place de E de t, c'est la notation, c'est grand E de p. Voilà donc. Alors maintenant, on simplifie tout ça, les conditions initiales sont nulles, on obtient p cube grand S de p plus p grand S de p égale à grand E de p. Et nous, on cherche grand S de p. Donc pour obtenir grand S de p, il suffit de tout diviser par p cube plus p. Mais la question qui est posée, c'est quelle est la fonction de transfert de ce circuit? Eh bien la fonction de transfert, c'est la formule, elle est donnée par le quotient grand S de p par grand E de p. Donc il suffit ici de faire passer entre guillemets p cube plus p dans le second membre, c'est-à-dire divisé par p cube plus p, et faire passer entre guillemets grand E de p dans le premier membre, c'est-à-dire divisé par grand E de p. D'où la fonction de transfert 1 sur p cube plus p. Voilà, donc nous pouvons maintenant passer à la question suivante. On nous demande quelle est la réponse impulsionnelle du circuit. Ça veut dire quel est le signal de sortie associé au signal d'entrée impulsion de Dirac. Donc vous pouvez mettre sur pause, résoudre la question, puis mettre sur play. Sauf si vous connaissez déjà les solutions, vous continuez la visualisation. Alors, la réponse impulsionnelle du circuit, c'est ce que je vous expliquais, c'est le signal de sortie lorsque le signal d'entrée est une impulsion de Dirac. Donc, voilà le schéma fonctionnel. Hein, vous avez donc, ici, je ne l'ai pas réécrit, je ne l'ai pas recopié, l'équation différentielle qui caractérise notre circuit. Elle n'a toujours pas changé depuis le début de l'exercice. La fonction de transfert que nous avons calculée dans la question précédente. Donc, ça veut dire que pour obtenir grand S de P, il suffit de multiplier grand E de P par grand H de P. Alors, allons-y. Première étape. Notre signal d'entrée, c'est l'impulsion de Dirac. Deuxième étape, la transformée de l'impulsion de Dirac, c'est 1. Vous le trouvez page 8 du polycopier. Ensuite, troisième étape, vous multipliez grand E de P par la fonction de transfert. Vous obtenez 1 sur P cube plus P. Et ensuite, vous calculez la transformée de la place inverse. Tableau, page 8. Malheureusement, dans ce tableau, dans la colonne de droite, il n'y a pas de fraction en 1 sur P cube plus P. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il faut décomposer cette fraction en somme d'éléments simples pour pouvoir calculer la transformée de la place inverse. Dans le tableau, côté colonne droite, il n'y a que des éléments simples. Voilà pourquoi nous devons ici calculer le développement en somme d'éléments simples de grand S de P. Donc, vous pouvez mettre sur pause le temps de chercher cette décomposition en somme d'éléments simples, puis sur play pour avoir la solution. Alors, vous vous rappelez qu'il y a 4 étapes. Donc, nous sommes dans le cours d'outils logiciels, donc nous n'allons pas détailler, nous n'allons pas rédiger toutes les étapes. Vous le ferez par contre dans le chapitre 2 du cours de maths, ça c'est différent. Mais là, en outil logiciel, vous passez directement
sans rédiger. Alors, première étape, vous vous rappelez, on doit factoriser le dénominateur dans R. Donc là, un facteur évident, c'est P, et on a P carré plus 1 comme deuxième facteur. On calcule son discriminant, et négatif strictement, donc ça veut dire que les racines sont complexes, conjuguées, et que donc on ne peut pas plus factoriser ce polynôme dans R. Pour info, vous avez aussi remarqué l'identité remarquable, j'espère. P carré plus 1, c'est P plus J, facteur de P moins J. Donc, voilà, la factorisation dans R du dénominateur, c'est P facteur de P carré plus 1. Étape 2 et 3, la fraction est irréductible, on ne peut pas plus la simplifier parce que le numérateur et le dénominateur n'ont pas de facteur commun. Ensuite, étape 3, elle n'a pas de partie entière, le degré de A c'est 0, le degré de B c'est 3, donc il n'y a pas de division euclidienne possible. Étape 4, on écrit la forme de la décomposition en somme d'éléments simples. Donc ici A sur P, et puis P carré plus 1, vous vous rappelez, hein, il s'agit d'un polynôme à racine complexe conjuguée, donc cela va générer un élément simple de seconde espèce. Donc il faut retenir par cœur qu'au numérateur, vous avez alors un polynôme de degré 1. Alors, nous calculons maintenant les coefficients. Donc pour A, vous vous rappelez la petite astuce que je vous avais donnée dans le cours de maths, on multiplie par P pour isoler A, et puis après, comme on a P facteur de BP plus C sur P carré plus 1, pour éliminer cette fraction, on remplace tous les P par 0. Donc côté énoncé, si je puis dire, on va avoir P sur P facteur de P carré plus 1, d'accord? Les P se simplifient ensemble, et donc on obtient la fraction simplifiée 1 sur P carré plus 1, quand P égale à 0, ça vaut 1. Alors maintenant, pour BP plus C, même astuce, donc on multiplie la fraction par P carré plus 1, de façon à isoler B et C, et puis P carré plus 1 étant multiplié par A ici, ça nous embête, donc on va faire disparaître tout ça en remplaçant P par ce qui annule P carré plus 1. Et ce qui annule P carré plus 1, c'est J ou moins J. Mais on ne va pas s'embêter avec moins J, on va utiliser la valeur J. 1 sur P, ça fait 1 sur J. On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué, et ça fait donc moins J sur moins J carré, donc moins J. On identifie BJ plus C égale à moins J, donc B c'est la partie imaginaire qui est égale à moins 1, et C c'est la partie réelle qui est égale à 0. C'est comme si on avait ici plus 0. D'où le résultat. Conclusion, la décomposition en somme d'éléments simples de grand S de P. On remplace A par 1, c'est fait, B par moins 1 et C par 0. Donc ici, il ne nous reste plus que BP plus 0, donc moins P sur P carré plus 1. Et puis, pour finir, je vous rappelle que nous cherchons la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire petit s de t, qui est la transformée de Laplace de grand S de P. Donc, on applique la linéarité, vous vous rappelez, la transformée de Laplace est linéaire, et la transformation de Laplace inverse également. Donc, Laplace inverse d'une somme, c'est la somme des Laplaces inverses. Et puis là, on sort le coefficient moins 1. Voilà, donc il ne reste plus qu'à regarder dans le tableau page 8 les formules. Donc c'est 1 fois u de t moins cosinus t fois u de t. Voilà, donc on obtient, si on factorise par grand U de t, la réponse impulsionnelle du circuit. Vous vous rappelez aussi qu'il existe une notation abusive dans laquelle on enlève le grand U de t. D'accord, donc vous verrez éventuellement dans certains livres ou certains enseignants, ce U de t sera enlevé. Voilà. Alors, passons à la question suivante. Il s'agit de la réponse indicielle. Alors, la réponse indicielle du circuit, c'est le signal de sortie lorsque le signal d'entrée est un échelon unité. L'échelon unité que l'on note grand U de t ou grand phi de t, fonction de Heaviside. Alors, toujours le même schéma fonctionnel. Vous avez le signal d'entrée qui est U de t. On regarde à la page 8, d'accord, la transformée de Laplace qui donne 1 sur P, puis
On multiplie par la fonction de transfert, on obtient ainsi la transformée de la place de la sortie. Et enfin, on va être malheureusement là encore obligé de décomposer en somme d'éléments simples pour obtenir la transformée de la place inverse, dont vous trouvez les formules dans le tableau de la page 8. Donc, je vous laisse décomposer en somme d'éléments simples ou passer à la diapositive suivante directement. Donc là, le dénominateur est factorisé dans R. On a à nouveau les mêmes résultats, sauf qu'on a un P carré. Grand S est irréductible sans partie entière. Donc attention, ici nous avons une racine double. Qui dit racine double dit deux éléments simples correspondant à cette racine double. Et nous avons toujours, pour P carré plus 1 dont les racines sont complexes conjuguées, un élément simple de seconde espèce. On calcule les coefficients, donc en priorité on calcule A2, B et C grâce à l'astuce dont je vous ai parlé dans le cours. Donc ici on multiplie par P carré, on remplace P par ce qui annule P carré, c'est-à-dire 0, on obtient 1. Pour B et C, on multiplie par P carré plus 1 et on remplace P par J, donc BP plus C devient BJ plus C. On obtient moins 1. On identifie. La partie imaginaire, cette fois-ci, elle est nulle. Et la partie réelle est égale à moins 1. D'où le résultat pour les coefficients A2, B et C. Alors A1, pourquoi est-ce qu'on l'a réservé pour la suite? C'est parce que A1, eh bien, nous ne pouvons pas le calculer grâce à cette petite astuce. Sinon, en multipliant tout par P et en remplaçant P par 0, il nous resterait un P au dénominateur et donc ça nous ferait une division par 0. Donc vous vous rappelez que pour calculer A1, il y a deux méthodes. Soit on remplace P par une valeur dans cette égalité-là, par exemple par 1, pour faire des calculs les plus simples possibles, pas par 152, ou alors vous utilisez l'astuce du cours qui donne systématiquement une équation des plus simples, c'est-à-dire la limite quand P tend vers plus l'infini de P fois grand S de P. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Donc ici, on multiplie, je vous rappelle, tous les numérateurs par P. Donc, voilà. Ici aussi. Ici également. Et là, il faut bien mettre des parenthèses fois P. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, bien pour calculer la limite quand P tend vers plus l'infini d'un quotient de polynôme, on prend les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur, puisqu'il s'agit de la limite en plus l'infini, c'est pour ça. Donc, au numérateur, ici, ça donne P sur P carré fois P carré, ben, P sur P4. Et côté coefficient, ça donne A2P sur P carré, A1P sur P, BP carré sur P carré. A2P sur P carré, ben, on simplifie par P, tac, tac. A2 sur P, quand P tend vers plus l'infini, ben, ça tend vers 0. A1P sur P, paf, paf, ça se simplifie. B carré, ça se simplifie. Donc il ne reste plus que A1 plus B côté coefficient. Et côté fraction, P sur P puissance 4, eh bien, ça tend bien évidemment par 0. On peut simplifier par 1 sur P cube, par exemple. En 1 sur P cube, pardon. Alors, donc, récapitulons. Donc, A1 est égal à 0, puisque c'est moins B et que B est égal à 0. Récapitulons. Donc, grand S de P est égal à... Alors, attendez, il faut que j'enlève tout ça. Hein. Hop, on va gommer tout ça. Voilà, tac, tac. Donc, voilà, hop, et hop, et hop. Voilà. Donc, A2, on a trouvé 1. Donc, ça donne 1 sur P carré. A1, 0. B, 0. Donc, C qui est égal à moins 1 sur P carré plus 1. Voilà, il ne reste plus qu'à calculer la transformée de la place inverse grâce au tableau qui se trouve à la page 8. La linéarité nous donne la somme, enfin la soustraction ici si vous préférez, des transformées de la place inverse. 1 sur P carré, c'est T fois U de T. Et 1 sur P carré plus 1, cette fois-ci, c'est le sinus T fois U de T. Voilà, donc en notation abusive, ça donnerait seulement T moins sinus T. Voilà, l'exercice, maintenant, je le rallonge avec deux questions. Alors, première question supplémentaire.
Que se passe-t-il lorsque le signal d'entrée est un signal rampe, c'est-à-dire T fois U de T? Donc je vous laisse réfléchir, vous mettez sur pause et ensuite sur play. Alors dans les diapositives suivantes, je ne vais absolument plus détailler la résolution. À vous de faire défiler la vidéo, de mettre sur arrêt, sur retour en arrière. Et vous avez aussi éventuellement, si vous préférez, le PDF qui est en ligne sur Moodle. Voilà, donc je vous laisse lire, mettre sur pause et sur play pour avoir la solution. Ou alors, vous regardez le PDF. Deuxième question supplémentaire, cette fois-ci, le signal d'entrée est un cosinus de 3t fois u de t. Donc, pareil, vous mettez sur pause, vous cherchez la solution, puis sur play pour avoir la résolution qui se trouve également sur le PDF. Voilà, donc c'est la fin de ce premier exercice. Donc bien maintenant, pour la suite de la séance, vous allez résoudre l'exercice petit 4, page 15. À bientôt, au revoir.